pendant que je veillais ma mère mourante, ils ont acheté un chalet en bord de mer avec notre argent. J'ai passé un mois entier à rassembler des preuves, en silence. Aujourd'hui, je possède son entreprise, sa carrière est détruite et leur cottage de rêve m'appartient. J'ai toujours cru que les moments les plus importants de la vie s'annonçaient eux-mêmes, une pause dramatique avant une mauvaise nouvelle ou ce battement dans votre estomac avant que quelque chose de merveilleux ne se produise. Mais ce mardi après-midi, il n'y a eu aucun avertissement, aucune piqûre à l'arrière de mon cou. Rien pour me préparer à la façon dont toute ma vie allait se dérouler avec une seule phrase entendue par hasard. Je suis en retard pour ma réunion mensuelle de club de lecture. Accueillir 15 femmes chez moi signifiait me dépêcher d'arranger des plateaux de fromage et de réfrigérer du vin tout en essayant simultanément de me souvenir si j'avais vraiment terminé le roman de ce mois-ci. La sonnette allait retentir dans 20 minutes, et j'avais encore besoin de mon agenda pour vérifier la sélection de lecture du mois prochain. Mario, tu as vu mon agenda en cuir? J'ai appelé de la cuisine, arrangeant des craquelins en éventail. Quand aucune réponse n'est venue, je me suis dirigé vers notre bureau à domicile. C'est là que je les ai entendus. La voix de mon mari, basse et intime, suivie du rire indubitable de ma cousine Rachel. Je me suis figé dans le couloir juste devant la porte entr'ouverte. Elle ne saura jamais ce que nous avons fait cet été, a dit Mario, sa voix portant ce ton conspirateur que je n'avais pas entendu me manquer depuis des années. La réponse de Rachel était douce, à peine audible. Nous ne pourrons jamais le lui dire. Cela détruirait tout. Le couteau à fromage m'a glissé des doigts, tombant avec fracas sur le parquet. Un petit bruit, mais suffisant pour arrêter leur conversation. Je me suis rapidement penché pour le récupérer, le cœur battant contre mes côtes alors que j'essayais de comprendre ce que je venais d'entendre. Mon mari et ma cousine, les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Je connaissais Mario depuis l'université, 15 ans de construction d'une vie ensemble. Il était censé être mon refuge, ma constante. Et Rachel. Nous partagions des lits superposés quand nous étions enfants, nous chuchotions des secrets tard dans la nuit lors des pyjamistes, nous nous tenions mutuellement lors des cœurs brisés et des funérailles familiales. La porte s'est ouverte, et il se tenait là, la main de Mario tombant de l'épaule de Rachel. Un geste décontracté, mais qui portait maintenant le poids de 1000 questions. « Salut bébé, tu as besoin de quelque chose ?» Le sourire de Mario semblait sincère, ses yeux bleus plissés au coin comme il le faisait toujours. Rien dans son expression ne suggérait que j'avais interrompu quelque chose de plus qu'une conversation décontractée. Rachel a glissé ses cheveux au burn derrière son oreille, une habitude nerveuse qu'elle avait depuis l'enfance. Je racontais justement à Mario cette propriété d'investissement à Miami, celle que j'ai mentionnée au dîner la semaine dernière. J'ai hoché la tête, ma bouche sèche comme du papier de verre. J'ai besoin de mon agenda club de lecture ce soir sur la table basse, a répondu Mario, s'écartant. Tu veux que je le prenne? J'ai secoué la tête, ayant besoin de m'échapper de leur présence avant que mon visage ne me trahisse. Je l'ai. D'une manière ou d'une autre, j'ai traversé cette soirée. J'ai souri et discuté de métaphores littéraires tout en cataloguant mentalement chaque interaction entre Mario et Rachel au cours de la dernière année, les étreintes prolongées lors des réunions de famille, les blagues internes dont je ne faisais pas partie, la façon dont Rachel demandait toujours d'abord à Mario quand elle appelait. Plus tard dans la nuit, alors que Mario dormait à côté de moi, j'ai fixé le plafond et j'ai essayé de reconstituer ce que cet été pourrait signifier. Il y a 3 ans, quand j'ai passé 6 semaines à prendre soin de ma mère après sa fracture de la hanche, il y a 5 ans lors de mon projet de travail à Chicago, où était-ce l'été avant que nous nous marions? Quand j'ai voyagé en Europe avec mes camarades de chambre universitaire, les possibilités tournaient dans mon esprit comme un terrible manège. Que avait-il fait? Depuis combien de temps gardait-il des secrets? Et surtout, qu'allais-je faire à ce sujet? Je me suis tourné pour regarder le visage endormi de mon mari, le visage que je pensais connaître mieux que le mien. Ses longs cils reposaient contre ses joues, sa respiration profonde et paisible. Comment pouvait-il dormir si paisiblement pendant que je gisais ici avec mon monde qui s'effondrait? Notre photo de mariage était sur la table de nuit, nous capturant dans ce moment parfait de joie et de promesse. Mario dans son costume gris. Moi et la robe de mariée restaurée de ma grand-mère. Nos futurs s'étendant devant nous comme une journée d'été sans fin. L'ironie n'a pas échappé. Un été avait clairement mis fin à ce rêve. Je ne savais juste pas lequel. Ce que je savais, c'est que demain, je commencerai à le découvrir.
Parce que s'il y a une chose que ma mère m'a apprise, c'est que les femmes Mitchell ne pleurent pas quand elles sont trahies. Elles obtiennent des réponses et ensuite elles se vengent. Je me suis glissé prudemment hors du lit et j'ai trotté jusqu'à notre bureau à domicile. J'avais besoin de réfléchir pour planifier. Le clair de lune filtrait à travers les stores alors que je m'asseyais au bureau, ouvrant mon ordinateur portable. L'écran a illuminé mon visage alors que je créais un nouveau document et le titrais La vérité. Demain serait le premier jour de mon enquête. Je ne savais pas encore ce que je trouverais, mais j'étais certaine d'une chose. Quand j'en aurais fini, Mario et Rachel regretteraient d'avoir prononcé ces mots. Mario et moi nous sommes rencontrés lors d'une fête universitaire. Aucun de nous ne voulait y aller. J'étais là parce que ma colocataire me suppliait. Il était là parce que sa fraternité le demandait. Nous nous sommes trouvés près du bar improvisé. Tous deux nous nous soutenions avec des boissons que nous ne voulions pas. Tous deux cherchant une stratégie de sortie. « S'il te plaît, dis-moi que tu es aussi misérable que moi », a-t-il dit, son sourire transformant ce qui aurait pu être une plainte en quelque chose qui ressemblait au début d'une conspiration. Nous avons passé les 4 heures suivantes à parler sur le porche, ignorant le chaos à l'intérieur. Au lever du soleil, je connaissais le nom du chien d'enfance de Mario, Pepper, son livre préféré, Gatsby le Magnifique, et qu'il pouvait remuer les oreilles indépendamment l'une de l'autre. Je savais aussi avec une certitude absolue que je l'épouserais un jour. Notre cours était un tourbillon de conversations tardives, de road trips le week-end, et de la fusion progressive de nos vies. Quand il m'a demandé en mariage un an plus tard, je n'ai pas hésité. Nous nous sommes mariés dans les 6 mois avec une petite cérémonie avec seulement nos amis et notre famille les plus proches présents. Rachel était ma demoiselle d'honneur. Elle était célibataire à l'époque, traversant ce qu'elle appelait sa phase d'apocalypse de rencontre. Et je me souviens de la façon dont elle avait pleuré pendant son toast, disant qu'elle espérait trouver ce que Mario et moi avions un jour. Les premières années de notre mariage furent idylliques, si ordinaires. Nous avons acheté notre première maison, une maison à rénover qui a consommé nos week-ends et testé notre patience. Mario a lancé son cabinet d'architecte, travaillant de longues heures pour s'établir. Je me suis plongé dans ma carrière d'enseignante d'anglais au lycée, assumant des responsabilités supplémentaires en coachant l'équipe de débat. En y repensant, je peux voir comment nous avons commencé à nous éloigner. Pas de manière spectaculaire, pas de manière alarmante, mais dans ces petits changements progressifs que l'on ne reconnaît qu'avec le recul. Les rendez-vous galants sont devenus moins fréquents. Les conversations se concentraient davantage sur la logistique que sur les rêves. Le sexe est devenu programmé plutôt que spontané. Rachel est restée une constante dans nos vies, célibataire, vibrante, toujours disponible pour des dîners impromptus ou des escapades le week-end. Mario aimait plaisanter sur le fait que nous avions eu un accord 2 pour 1 lors de notre mariage, moi comme sa femme, Rachel comme notre meilleure amie intégrée. La première fois que j'ai ressenti cette pointe d'inquiétude fut 4 ans après notre mariage lors d'un voyage à la plage avec des amis. Je retournais à notre maison de location pour prendre de la crème solaire et j'ai trouvé Mario et Rachel dans la cuisine, se tenant plus près que nécessaire. Ils se sont séparés quand je suis entré, et Rachel a immédiatement lancé une histoire sur le goéland qui lui avait volé son sandwich. « Tu aurais dû voir sa tête », a dit Mario en riant. Inestimable. J'ai ri aussi, repoussant la question de savoir pourquoi ils étaient seuls dans la maison alors que tout le monde était à la plage. Cet été-là, Rachel a commencé à venir chez nous les soirs où elle savait que j'avais des réunions de faculté tardives. Juste passer pour emprunter ce livre, disait-elle, ou penser que je rendrais votre plat de casserole. Toujours avec une raison valable. Toujours quand j'étais censé être absente. Je n'ai jamais remis en question directement. Peut-être parce que je ne voulais pas paraître paranoïaque, ou peut-être parce que j'avais peur des réponses que je pourrais obtenir. Au lieu de cela, j'ai observé plus attentivement. J'ai commencé à remarquer comment le téléphone de Mario faisait digne avec des messages qu'il lisait avec un petit sourire, puis supprimait sans répondre. Comment Rachel faisait référence à des conversations avec lui qu'il ne m'avait pas mentionnées. Oh, Mario m'a parlé de ce nouveau client la semaine dernière, disait-elle avec désinvolture, pendant que je me demandais pourquoi il partageait des nouvelles du travail avec elle avant moi. Pourtant, j'avais confiance en eux. Ou peut-être plus précisément, je faisais confiance à ce que nous avions construit. Notre mariage, notre maison, nos vies entrelacées. Je ne pouvais pas imaginer qu'aucun d'eux ne me ferait volontairement du mal. Puis vint ce que je pense maintenant être l'été.
J'avais reçu une bourse pour assister à un atelier d'écriture de 6 semaines à Boston. Une opportunité de rêve, mais cela signifiait quitter Mario à Seattle pendant la majeure partie de juin et juillet. Rachel venait de rompre brutalement et était entre 2 emplois. Cela semblait naturel quand elle s'est portée volontaire pour tenir compagnie à Mario pendant mon absence. Je m'assurerai qu'il ne mange pas que des plats à emporter pendant tout ce temps, avait-elle promis, me serrant dans ses bras à l'aéroport. Nous pouvons avoir des soirées cinéma hebdomadaires pour qu'il ne se sente pas seul. J'ai appelé tous les soirs et Mario a toujours répondu, me parlant de sa journée, me demandant la mienne. Parfois, Rachel était là, sa voix lançant des salutations en arrière-plan. Tout semblait normal, attendu. Quand je suis rentré chez moi, bronzé et exalté par ma percée créative, ils semblaient tous deux vraiment heureux de me voir. Si les visites de Rachel sont devenues moins fréquentes par la suite, j'ai attribué cela à son nouveau travail. Si Mario semblait parfois distant, perdu dans ses pensées, j'ai blâmé le stress d'un projet majeur que son cabinet avait entrepris. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que ce que je voyais était de la culpabilité. Le matin après avoir entendu leur conversation, je me suis réveillé avec un sentiment de clarté qui m'a surprise. Je n'allais pas les confronter. Pas encore. D'abord, j'avais besoin de preuves. Confirmation que mes pires craintes étaient justifiées. J'ai commencé par des changements subtils dans ma routine. Je mentionnais avoir des projets pour le déjeuner, puis je rentrais à la maison de manière inattendue. J'annonçais des réunions du soir qui devaient se prolonger pour ne me garer qu'en bas de la rue et regarder notre maison. Je me sentais ridicule, comme un personnage de roman d'espionnage à dessous. Mais l'alternative, ne rien faire, semblait impossible. Pendant 2 semaines, rien ne s'est passé. Pas de réunion clandestine, pas d'appel téléphonique suspect. J'ai commencé à me demander si j'avais réagi de manière excessive, s'il y avait une explication innocente à ce que j'avais entendu. Puis est venu vendredi soir. Mario avait un dîner client en ville, légitime. J'ai vérifié. Et je devais assister à un événement d'appréciation du corps enseignant. J'avais pris soin de décrire ma nouvelle robe, expliquant que le surintendant serait là, que je ne pouvais absolument pas partir tôt. Au lieu de cela, j'ai feint une migraine et j'ai envoyé un SMS à ma chef de département pour m'excuser. Puis, j'ai attendu, regardant par la caméra de sonnette intelligente. À 20h12, l'Audi argenté de Rachel s'est garé dans notre allée. Elle n'a pas sonné ni envoyé de SMS, elle a juste utilisé sa clé pour entrer. La clé que je lui avais donnée il y a des années pour les urgences. Je me suis assise dans ma voiture à 2 pâtés de maison, regardant sur mon téléphone comment elle se déplaçait dans notre maison avec la familiarité de quelqu'un qui savait exactement où tout se trouvait. Elle est allée directement dans la cuisine, a ouvert une bouteille de vin. Notre bon vin, le cabernet que nous gardions, et a versé 2 verres. Quand son téléphone a sonné, elle a répondu avec un sourire que je pouvais voir même sur les images granuleuses. « Salut, toi », a-t-elle dit d'un ton que je ne l'avais jamais entendu utiliser auparavant. « Je suis déjà là. » Oui, j'ai utilisé la clé. Non, elle est à cette chose à l'école jusqu'à au moins 11 heures. Je sais. Tu me manques aussi. Je me suis senti physiquement malade, mon estomac se tordant en regardant elle s'installer sur notre canapé, ma place, où je me recroquevillais chaque soir et enlevais mes chaussures. Elle avait l'air complètement à l'aise, complètement chez elle. À 20h47, mon téléphone a vibré avec un message de Mario. Le dîner s'éternise. Ne m'attends pas. Je t'aime. J'ai fixé ces 3 mots, je t'aime, me demandant s'ils avaient jamais été vrais ou si toute notre relation avait été fondée sur des mensonges. Ce qui a suivi a été le mois le plus long de ma vie. Je suis devenu détective dans mon propre mariage, documentant des modèles, collectant des preuves. J'ai installé une application cachée sur notre iPad partagé qui sauvegardait les messages textes. J'ai vérifié les relevés de cartes de crédit, trouvant des frais inexplicables dans des restaurants pendant des moments où Mario prétendait travailler tard. J'ai découvert des réservations d'hôtels soigneusement déguisées en dépenses professionnelles. Et j'ai trouvé des emails, des dizaines d'entre eux, datant d'années. Certains étaient relativement innocents, des échanges amicaux qui pouvaient être expliqués. D'autres ne l'étaient pas. Ils parlaient de notre temps spécial passé ensemble et comptaient les jours jusqu'à la semaine prochaine. Ils faisaient référence à des blagues internes et à des souvenirs partagés. Mais c'est un fil de mai particulier qui m'a finalement brisé.
daté de 3 ans plus tôt lors de mon atelier à Boston avec un sujet cet été. Mario, je ne m'attendais jamais à ressentir cela. C'est comme si tu avais réveillé en moi quelque chose que je ne savais pas exister. Rachel, je sais que nous avons dit que ce ne serait que cet été pendant qu'elle est absente, mais je commence à penser que je ne peux pas revenir avant. Mario, ne pensons pas à ça pour l'instant. Nous avons 6 semaines. Profitons de chaque instant. J'ai tout imprimé, créant un portfolio accablant de leur trahison. J'ai suivi leur modèle, notant comment ils parvenaient à voler du temps ensemble, même maintenant, les déjeuners qui s'éternisent, les courses qui nécessitent les deux, les réunions de famille où ils disparaissent pour des pauses cigarettes, même si aucun des deux n'est fumeur. La découverte la plus douloureuse est venue quand j'ai trouvé un petit carnet manuscrit par Rachel, caché dans le sac de golf de Mario. Il contenait de la poésie, des poèmes d'amour dédiés à mon mari. Les dates s'étendaient sur des années avec la dernière entrée il y a seulement 2 semaines. Tu es l'été de mon hiver, disait l'une. La joie secrète qui me soutient à travers les jours ordinaires. Je pensais que j'étais préparé à ce que je pourrais trouver, mais les preuves de leur liaison continue ont brisé quelque chose de fondamental en moi. Ce n'était pas une erreur unique ou une brève indiscrétion. C'était une relation parallèle qui se déroulait parallèlement à mon mariage depuis des années. La trahison était complète, méticuleusement entretenue, et impliquait les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Ce qui m'a le plus dévasté, c'est de réaliser à quel point ils devaient se moquer de moi, la pauvre Olivia, ignorante, enseignant aux adolescents l'ironie dramatique, tout en vivant la plus cruelle ironie de toutes. Un soir, alors que j'étais assis seul dans ma voiture après les avoir suivis dans un restaurant à 50 km de notre domicile, j'ai regardé par la fenêtre Mario tendre la main par-dessus la table pour glisser une mèche de cheveux derrière l'oreille de Rachel, un geste qu'il réservait autrefois à moi. Je l'ai vu se pencher à son contact, son visage illuminé d'une joie que je connaissais trop bien. C'est alors que j'ai décidé qu'il ne ferait pas que subir des conséquences. Il ressentirait la même douleur, la même humiliation qu'il m'avait infligée. Et je savais exactement comment y parvenir. Le tournant est venu sous la forme d'un nom que je ne reconnaissais pas, Wendy Kyle. J'étais profondément dans mon enquête, parcourant des années d'échanges par email entre Mario et Rachel quand j'ai remarqué que ce nom apparaissait de plus en plus fréquemment ces derniers mois. Mario semblait préoccupé par la situation de Wendy et par la façon dont cela pourrait affecter leurs projets futurs. Au début, j'ai supposé que Wendy était une autre femme, peut-être quelqu'un qui avait découvert leur liaison. Mais en creusant plus profondément, une image différente a émergé. Wendy Kyle n'était pas une rivale romantique. Elle était agent immobilier. Et d'après les emails, elle aidait Mario et Rachel à acheter une propriété ensemble. Un chalet en bord de mer dans une petite ville côtière à 3 heures de Seattle. Leur maison de rêve, l'ont-ils appelé. L'endroit où ils prévoyaient de commencer leur vraie vie ensemble. Mes mains tremblaient en lisant le paiement de la compte qu'ils avaient effectué en utilisant l'argent de ce que je pensais être notre compte d'investissement commun. L'argent que nous économisions pour une rénovation de notre maison actuelle. L'argent que j'avais contribué mois après mois, croyant que nous construisions notre avenir ensemble. J'ai contacté Wendy le jour même, créant une nouvelle adresse email et me présentant comme une amie de Rachel qui s'intéresse à des propriétés similaires. Ne voudrait-elle pas partager certaines de ses récentes listes? Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour un café. Wendy était désireuse d'aider, joignant des photos de plusieurs propriétés en bord de mer, y compris celle sur laquelle Mario et Rachel avaient fait une offre. Elle a accepté de me rencontrer le lendemain dans un café du centre-ville. J'ai passé cette nuit dans une étrange fureur calme, planifiant méthodiquement chaque étape de ce qui allait suivre. Je me sentais comme si j'avais franchi un seuil intérieur, le chagrin et le choc cédant la place à une détermination froide et claire. Quand j'ai rencontré Wendy le lendemain matin, je ne me suis pas immédiatement révélé. Je l'ai laissé me montrer les listes de propriétés, me poser des questions sur mon budget, m'expliquer les options de financement. Elle était douée dans son travail, enthousiaste, compétente, désireuse de plaire à un client potentiel. Celle-ci vient d'être mise sous contrat, a-t-elle dit, en montrant le chalet que Mario et Rachel avaient sélectionné. Un endroit tellement charmant. Le couple qui l'achète prévoit de l'utiliser d'abord comme maison de vacances, puis d'y prendre sa retraite éventuellement. Ça a l'air romantique, ai-je dit, en remuant mon café. Comment vous ont-ils trouvé? Oh, la femme est en fait une lointaine cousine de mon colocataire universitaire. Le monde est petit. Il cherche depuis un moment, très spécifique sur ce qu'il voulait.
Entre nous, elle s'est penchée en avant, baissant la voix. Je pense qu'il prévoit de faire de grands changements de vie bientôt. Il semble désireux de repartir à zéro. J'ai souri, la laissant continuer. À la fin de notre réunion, je connaissais leur date de clôture, la structure de leur financement, et surtout, qu'aucun d'eux n'avait mentionné l'existence d'un conjoint actuel. J'aimerais voir cette propriété de chalet, ai-je dit finalement. Je sais qu'elle est sous contrat, mais parfois ces choses ne se font pas, n'est-ce pas? Wendy a hésité. Eh bien, techniquement, je ne devrais pas montrer une propriété qui est déjà sous contrat à un autre acheteur potentiel. J'ai atteint mon sac à main et j'ai posé mon permis de conduire sur la table. Je pense que vous voudrez faire une exception dans ce cas. Elle a jeté un coup d'œil, son expression changeant alors qu'elle lisait mon nom de famille, le même que celui de Mario. Vous êtes sa femme. Oui. La couleur a quitté son visage. Madame Lambert, je n'en avais aucune idée. Je ne participerai jamais sciemment. J'ai levé la main pour arrêter son bafouillage. Je vous crois, Wendy, et j'aimerais vous proposer une entente commerciale qui pourrait être bénéfique pour nous deux. 2 heures plus tard, j'ai quitté ce café avec plus que des informations. J'avais une partenaire, Wendy, horrifiée d'être une complice involontaire de leur tromperie, a accepté de m'aider. Elle continuerait comme leur agent, procédant à la vente comme prévu, tout en me tenant informé de chaque développement. Ce soir-là, j'ai fait ma deuxième manœuvre stratégique. J'ai appelé notre avocat de famille, invoquant des inquiétudes concernant les biens matrimoniaux, et j'ai programmé une consultation confidentielle. Dès le lendemain après-midi, j'avais transféré mon héritage personnel, l'argent qui m'avait été laissé par ma grand-mère, conservé dans un compte séparé, vers une nouvelle banque. J'ai révisé mon testament, retirant Mario comme bénéficiaire. J'ai commandé des copies de tous nos dossiers financiers des 5 dernières années. L'avocat semblait préoccupé alors que je travaillais méthodiquement sur ma liste. Olivia, avez-vous l'intention de demander le divorce? Pas encore, ai-je répondu. Je m'assure juste d'être préparé à toute éventualité. Ma 3e étape fut la plus difficile. J'ai contacté une vieille amie de l'université, Elisa, qui travaillait maintenant comme journaliste d'investigation. Nous n'avions pas parlé depuis des années, mais elle a répondu à mon message en quelques minutes. Quoi que tu aies besoin, a-t-elle écrit. Dis-le. Ce dont j'avais besoin, c'était d'informations sur Rachel qui dépassaient ce que je savais déjà, des vérifications de références professionnelles, un accès à des dossiers que je ne pouvais pas obtenir moi-même, et surtout, quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre l'étendue de leur tromperie. Avec l'aide d'Elisa, j'ai découvert que Rachel menait une double vie à plus d'un titre. Sa carrière prétendument réussie en tant que consultante en marketing était en grande partie fabriquée. La plupart de ses clients étaient soit inexistants, soit des contrats uniques qu'elle avait gonflés en relation continue. Son appartement apparemment glamour avait 3 mois de retard de loyer, et sa présence sur les réseaux sociaux, remplie de vacances exotiques et d'achats de designers, était soigneusement organisée pour cacher une dette de carte de crédit croissante. Rachel, semblait-il, avait menti à tout le monde, pas seulement à moi. Armé de ces connaissances, j'ai développé ce que j'ai appelé le plan. Cela demanderait de la patience, de la précision et un timing parfait. Cela signifierait continuer à jouer le rôle de l'épouse inconsciente pendant encore plusieurs semaines. Cela exigerait que je regarde Mario et Rachel dans les yeux, sachant ce que je savais, sans révéler ma main. Mais quand ce serait fait, ils perdraient tout comme ils m'avaient tout pris. Alors que je finalisais les détails, j'ai ressenti un étrange sentiment d'autonomisation remplaçant ma dévastation initiale. Ils m'avaient sous-estimé, me considérant comme trop confiante, trop ignorante pour découvrir leur trahison. Ce serait leur erreur ultime. Parce que pendant qu'ils planifiaient leur avenir ensemble, je démantelais méthodiquement toute possibilité que cet avenir existe. Les 3 semaines suivantes ont nécessité une performance digne d'un Oscar. J'ai souri lors des dîners de famille, j'ai ri aux blagues de Mario, et j'ai échangé des idées de recettes avec Rachel comme si rien n'avait changé. Tout en mettant mon plan en action avec une précision qui me surprenait parfois moi-même. Tu sembles différente ces derniers temps, a commenté Mario un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Plus détendu. Est-ce que quelque chose s'est passé à l'école? Je coupais des carottes avec des mains stables, pensant à la réunion que j'avais eue ce matin-là avec son associé. Une réunion dont Mario ne savait rien. Je me sens juste bien, ai-je répondu. Parfois, les choses deviennent soudainement claires,
tu sais. Il a hoché la tête, visiblement soulagé que sa femme distante semble plus heureuse. C'est ça, les gens coupables. Ils sont tellement concentrés sur la cachette de leurs propres secrets. Ils remarquent rarement quand vous cachez les vôtres. La phase 1 de mon plan impliquait de sécuriser mon avenir financier. Avec les conseils de mon avocat, j'ai documenté chaque cas de Mario utilisant nos fonds communs pour sa liaison. L'acompte sur le chalet, les séjours à l'hôtel, les cadeaux coûteux pour Rachel dans l'État de Washington. Ceux-ci étaient considérés comme des dilapidations maritales et auraient un impact significatif sur tout règlement de divorce. Mais je ne me protégeais pas seulement. Je dénouais systématiquement nos vies financières d'une manière que Mario ne remarquerait pas avant qu'il ne soit trop tard. Petit transfert vers mon compte personnel. Modification des désignations de bénéficiaires sur les polices d'assurance. Un inventaire complet des actifs acquis pendant notre mariage. La phase 2 s'est concentrée sur le rachat secret de propriété. Grâce à Wendy, je savais exactement quand il prévoyait de finaliser l'achat du chalet, le 15 mai, curieusement prévu pendant une conférence que je devais assister à Portland. 2 jours avant la clôture, j'ai visité la banque où Mario et Rachel avaient obtenu leur hypothèque. J'ai découvert que leur demande de prêt indiquait que Mario était non marié, une fausse déclaration matérielle qui constituait une fraude hypothécaire. J'ai présenté des preuves de notre mariage et de la tromperie de Mario au service des fraudes de la banque. L'hypothèque a été immédiatement signalée pour enquête. La clôture a été indéfiniment reportée. Wendy a rapporté que Mario et Rachel étaient paniqués, passant des appels désespérés aux agents de prêt et aux souscripteurs, incapables de comprendre ce qui avait mal tourné. La phase 3 impliquait la vie professionnelle de Rachel. Par le biais de l'enquête d'Elisa, j'avais obtenu des preuves de plusieurs cas où Rachel avait fait de fausses déclarations à ses clients. Rien de manifestement illégal, mais certainement contraire à l'éthique. Résultat de projets gonflés, témoignages fabriqués, une interprétation créative de son rôle dans des campagnes réussies. J'ai compilé ces informations dans un dossier détaillé et je les ai partagées anonymement avec 3 de ses plus gros clients. En quelques jours, elle a perdu 2 contrats majeurs. J'ai observé de loin alors qu'elle recevait les appels, son visage se décomposant de confusion et de consternation. « Qu'est-ce qui ne va pas chez Rachel ?» a demandé Mario après qu'elle ait annulé notre brunch du dimanche habituel. Elle semble vraiment stressée. Des problèmes de travail, je pense. J'ai dit, en sirotant mon café. Tu sais comment c'est dans son secteur. Tellement compétitif, il a hoché la tête, tapant quelque chose sur son téléphone. Sans aucun doute un message de soutien à sa maîtresse en détresse. Je me demandais s'il lui offrait de l'aide financière, ignorant que sa propre situation financière était sur le point d'exploser. Car la phase 4, la phase finale, ciblait le cabinet d'architecte de Mario. Pendant des années, j'avais géré les finances du ménage, y compris nos impôts. Cela m'avait donné une connaissance intime des pratiques commerciales de Mario, y compris certaines déductions fiscales douteuses et une tendance à brouiller les lignes entre les dépenses personnelles et professionnelles. Rien qui ne le mènerait en prison, mais assez pour déclencher un audit approfondi s'il attirait la bonne attention. Je n'ai pas fait cet appel immédiatement. Au lieu de cela, j'ai attendu le moment parfait, la veille du jour où ils prévoyaient de me parler de leur relation. Je connaissais cette date parce que je l'avais vue marquée dans le calendrier de Rachel lors de mon enquête. Par là-haut. Le jour suivant montrait une réservation de vol pour San Diego, une escapade pour se remettre de ce qu'ils anticipaient être une confrontation désagréable. Le soir avant leur révélation prévue, j'ai initié une conversation sur notre avenir. Assis en face de Mario à notre table à manger, bougies allumées, son repas préféré préparé. J'ai demandé, où nous voyez-vous dans 5 ans? Il s'est agité inconfortablement, la culpabilité traversant son visage. Je n'y ai pas vraiment pensé, a-t-il menti. Moi, oui, ai-je dit doucement. J'y ai beaucoup pensé récemment. Son téléphone a vibré. Rachel, sans aucun doute, vérifiant s'il avait toujours l'intention de continuer avec la conversation de demain. Il l'a regardé, puis l'a retourné face cachée. À quoi avez-vous pensé, a-t-il demandé, sa voix prudemment neutre. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne, sentant qu'il se raidissait à mon contact. Je pense qu'il est temps d'être honnête entre nous, vous ne croyez pas? La couleur a quitté son visage. Que voulez-vous dire? Je sais pour le chalet, Mario. Je connais la demande de prêt où vous prétendiez être non marié.
Je connais l'argent que vous avez pris de notre fonds de rénovation pour la compte. Il a retiré sa main. Le choc et la peur remplaçant sa confiance habituelle. Olivia, je peux expliquer. Je suis sûr que tu peux. Je l'ai interrompu, ma voix toujours calme. Tout comme tu peux expliquer les frais d'hôtel sur notre carte de crédit ou les poèmes d'amour que Rachel garde dans ton sac de golf ou le fait que vous deux planifiez votre nouvelle vie ensemble depuis des mois. Il me regardait sans voix pendant que je continuais. Ce que tu ne peux pas expliquer, c'est pourquoi l'IRS vient de recevoir une dénonciation anonyme sur tes pratiques commerciales ou pourquoi les clients de Rachel remettent en question leurs références ou pourquoi votre demande de prêt fait maintenant l'objet d'une enquête pour fraude. La compréhension a traversé ses yeux. Pas seulement que je savais pour leur liaison, mais que j'avais systématiquement démantelé leur plan soigneusement construit. « Que as-tu fait » murmura-t-il. Je me suis levé, rassemblant nos assiettes. Rien comparé à ce que tu as fait, Mario. Rien comparé à ce que toi et Rachel aviez prévu de me faire demain. Son téléphone a vibré à nouveau avec insistance. Cette fois, je l'ai ramassé et j'ai répondu. Bonjour, Rachel, ai-je dit agréablement. Mario ne peut pas venir au téléphone maintenant. Il est un peu occupé à regarder sa vie s'effondrer. Depuis quand tu sais, a demandé Mario, sa voix creuse alors que la voix paniquée de Rachel résonnait du haut-parleur du téléphone. J'ai posé le téléphone sur la table entre nous, en le passant en mode haut-parleur. Rachel, je pense que tu devrais passer. Nous avons une réunion de famille. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, son calme habituel remplacé par une panique à peine dissimulée. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle courait pratiquement sur notre allée, le même chemin qu'elle avait emprunté d'innombrables fois en tant que ma cousine, mon amie, ma confidente. Maintenant, elle venait en tant que femme qui m'avait trahi de la manière la plus fondamentale possible. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse utiliser sa clé. Bienvenue, Rachel. Mario et moi discutions justement de ses projets d'été. Ses yeux ont fait des va-et-vient entre nous, calculant, évaluant les dégâts. Olivia, quoi que tu penses savoir. S'il te plaît, je l'ai interrompu, faisant signe vers le salon. Ne perdons pas de temps avec les dénégations. J'ai des copies de vos emails, de vos messages textes, de vos reçus d'hôtel. Je sais pour le chalet, la fraude hypothécaire, tes problèmes financiers. Je sais tout. Elle s'est affaissée sur le canapé à côté de Mario, cherchant instinctivement sa main. Il l'a prise, leurs fronts unis enfin, crûment apparents. Comment as-tu découvert ça ? A-t-elle demandé. Est-ce que ça a de l'importance ? Tu allais me le dire demain de toute façon, n'est-ce pas ? Avant votre escapade romantique à San Diego, ils ont échangé des regards coupables, confirmant mon soupçon. Mario s'est raclé la gorge. Nous n'avons jamais voulu te blesser, Olivia. C'est juste arrivé. J'ai ri alors, un son si amer qu'il m'a semblé surprendre même moi. C'est juste arrivé pendant 3 ans pendant que tu vivais dans ma maison. Mangeais des repas que je cuisinais. Acceptais mon amour et ma confiance pendant que tu faisais des plans pour commencer une nouvelle vie en utilisant l'argent que j'ai contribué à gagner. Rachel s'est penchée. Nous pouvons régler ça. Nous te donnerons la maison. Bien sûr, et Mario sera généreux avec généreux. Je l'ai coupé. Tu penses que c'est une négociation ? Tu penses être en position d'offrir des conditions ? Je suis allé au buffet et j'ai récupéré un dossier, l'un des plusieurs que j'avais préparé. Je l'ai laissé tomber sur la table basse entre nous. Ceci contient des preuves de votre fraude hypothécaire. J'ai expliqué calmement. Prétendre être non marié sur une demande de prêt fédéral est passible de sanctions allant jusqu'à 30 ans de prison et $1 million d'amende. Penses-tu que tu vas purger une peine ? Probablement pas pour une première infraction. Mais ta licence, Mario, la réputation de ton entreprise, celles-ci sont certainement en danger. Son visage a pâli alors qu'il feuilletait les documents. J'ai produit un deuxième dossier. Celui-ci détaille les fausses déclarations de Rachel à ses clients. Encore une fois, peut-être pas criminel, mais certainement assez pour mettre fin à sa carrière dans le marketing. Ces témoignages que tu as fabriqués pour la campagne Westridge, ils sont particulièrement problématiques. Les mains de Rachel tremblaient alors qu'elle atteignait le dossier. Le troisième dossier contient la documentation des fonds que Mario a détournés de nos comptes conjoints pour financer votre liaison. Dans un divorce,
cela serait classé comme une dissipation d'actifs matrimoniaux et aurait un impact significatif sur le règlement financier. J'ai placé chaque dossier délibérément sur la table, observant la réalité de leur situation apparaître. « Que voulez-vous » Mario a finalement demandé, sa voix à peine audible. Je me suis assise en face d'eux, lissant ma jupe avec des mains stables. Je veux exactement ce que vous avez prévu de me prendre. Tout. Au cours des 2 heures suivantes, j'ai exposé mes conditions. Elles étaient non négociables, complètes, et conçues pour garantir que leur trahison leur coûterait bien plus qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Mario transférerait sa participation dans son cabinet d'architecte à moi. Il démissionnerait publiquement, invoquant des raisons personnelles, laissant sa réputation professionnelle intacte pour l'instant. Il renoncerait à toutes les revendications sur notre maison et nos comptes financiers conjoints. Il fournirait un paiement de soutien mensuel généreux pendant 5 ans, après quoi tous les liens financiers entre nous seraient rompus. Rachel retournerait tous les cadeaux que Mario lui avait achetés en utilisant nos fonds communs, y compris les boucles d'oreilles en diamant qu'il lui avait données à Noël dernier, affirmant qu'elles étaient pour sa mère. Elle dissoudrait sa société de conseil en marketing et accepterait de ne pas établir de nouvelles entreprises dans le même domaine pendant au moins 3 ans. Et elle me rembourserait personnellement sa part de l'acompte du chalet, pas à Mario. C'est de la folie, a protesté Rachel. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous acceptions ces conditions. Cela nous ruinerait. Contrairement à ce que vous aviez prévu pour moi, ai-je demandé doucement. Une annonce de divorce surprise suivie du fait que je regarde les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance commencer leur vie publique ensemble. Vivre dans une maison que tu as achetée avec l'argent qu'on m'a pris. Je me suis penché en avant, ma voix s'abaissant. Laissez-moi être très clair. Si vous n'acceptez pas ces conditions, je poursuivrai toutes les voies légales à ma disposition. Je déposerai des rapports de police sur la fraude hypothécaire. Je contacterai le conseil d'administration de l'État au sujet des pratiques commerciales de Mario. J'appellerai personnellement chacun des clients de Rachel et j'expliquerai exactement pourquoi ils ne devraient pas lui faire confiance. J'ai fait une pause, laissant mes mots pénétrer, et puis quand j'ai fini avec les conséquences juridiques, je passerai aux conséquences sociales. Chaque ami, chaque membre de la famille, chaque associé commercial recevra un compte rendu détaillé de votre liaison, y compris les emails où vous vous moquez de moi, les plans que vous avez faits pendant que je vous accueillais chez moi, l'argent que vous avez volé. Le visage de Mario était devenu livide. Vous ne le feriez pas. J'ai documenté votre trahison au cours du dernier mois, ai-je répondu. Pensez-vous vraiment que je manque de la détermination nécessaire pour mener cela à bien? Ils se sont regardés, une communication silencieuse passant entre eux. La prise de conscience que je ne bluffais pas, que j'avais méthodiquement préparé cette confrontation et que j'étais tout à fait prête à les détruire tous les 2 professionnellement et personnellement. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, a dit Rachel finalement. Je me suis levé, rassemblant les dossiers. Vous avez jusqu'à midi demain. Après cela, je commence à passer des appels. Alors que je les conduisais à la porte, Rachel s'est arrêtée, les larmes coulant sur son visage. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, Olivia. Tu dois croire que je t'aime. Ta famille. J'ai regardé dans les yeux de la femme qui avait été ma confidente depuis l'enfance, qui s'était tenue à mes côtés à mon mariage, qui m'avait systématiquement trahi pendant des années. Tu n'es plus ma famille, Rachel. Tu es juste l'erreur que je corrige. Après leur départ, je me suis assise seule dans la maison silencieuse, m'attendant à me sentir justifiée ou triomphante. Au lieu de cela, je me suis sentie étrangement vide, un espace creux où 15 ans de mariage et une vie d'amitié avaient autrefois résidé. J'ai ramassé notre photo de mariage sur la cheminée, étudiant le visage souriant de Mario, me souvenant à quel point je me sentais en sécurité et aimé ce jour-là. Ensuite, j'ai soigneusement placé le cadre face cachée dans une boîte étiquetée Udon. Quoi qu'il arrive demain, une chose était certaine. La vie que j'avais connue était terminée. La seule question qui restait était de savoir ce qui allait renaître de ces cendres. Ils ont cédé, bien sûr. Dès midi le lendemain, Mario avait contacté son avocat pour commencer la rédaction des documents nécessaires. Rachel avait déjà supprimé le site web de sa société de conseil en marketing et avait commencé à appeler les clients pour résilier les contrats. Il savait que je ne bluffais pas, que j'avais à la fois les preuves et la résolution de mener à bien chaque menace. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de paperasse, de consultations juridiques et le démantèlement méthodique de ce qui avait autrefois été ma vie. Mario a déménagé immédiatement,
ne prenant que ses effets personnels. Rachel a disparu chez ses parents en Oregon, ses comptes de réseaux sociaux soudainement silencieux. J'ai demandé le divorce, invoquant des différences irréconciliables, en gardant les détails triés privés pour l'instant, une carte que je pouvais encore jouer si nécessaire. Le règlement s'est déroulé exactement comme je l'avais décrit, Mario renonçant à bien plus que ce qu'un tribunal n'aurait exigé. Son associé était choqué par sa décision de transférer sa participation, mais a accepté mon assurance que je n'avais aucune intention d'interférer dans les opérations quotidiennes. Je suis une investisseuse, pas une architecte. Je lui ai dit lors de notre première réunion officielle, j'ai confiance en votre expertise et j'attends des rendements raisonnables. C'est l'étendue de mon implication. 3 mois après cette soirée fatidique où j'avais surpris le commentaire négligent de Mario, le divorce a été finalisé. J'étais légalement célibataire, financièrement sûr, et complètement à la dérive. La victoire que j'avais si méticuleusement orchestrée me laissait vide. J'avais gagné, détruit leur plan, sécurisé mon avenir, exercé une vengeance plus complète qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Mais la vengeance, j'ai découvert, est une mauvaise base pour reconstruire une vie. J'ai passé l'été à voyager, utilisant une partie de l'argent du règlement pour visiter des endroits que j'avais toujours voulu voir. Paris en juin, les îles grecques en juillet, la campagne italienne en août. J'ai envoyé des cartes postales à mes amis et à ma famille, créant un récit de libération et d'aventure qui semblait partiellement vrai. En septembre, je suis retourné à l'enseignement, accueilli par des collègues qui savaient seulement que mon mariage avait pris fin, et que j'avais pris du temps pour me retrouver. J'ai souri à leurs questions inquiètes, j'ai offert de vagues assurances, et je me suis lancé dans le travail avec un focus qui avoisinait l'obsession. Le soir, seul dans la maison qui était maintenant uniquement la mienne, je me suis parfois retrouvé debout dans le couloir où j'avais d'abord entendu la conversation de Mario et Rachel. À quel point ma vie serait différente si j'avais couru à temps ce jour-là. Si j'avais trouvé mon agenda où il était censé être, si je n'avais pas laissé tomber ce couteau à fromage à ce moment précis. Une coïncidence aléatoire avait modifié la trajectoire de toute mon existence. Il y avait quelque chose de terrifiant et de libérateur dans cette réalisation. En octobre, j'ai reçu une lettre de Rachel, manuscrite, postée de Chicago. Elle avait déménagé là-bas pour recommencer, m'a-t-elle expliqué. Elle travaillait comme serveuse tout en suivant des cours du soir en conception graphique. Elle ne demandait pas pardon, n'offrait pas d'excuses. Au lieu de cela, elle a écrit sur le regret, sur les conséquences, sur la personne qu'elle essayait de devenir. Je porterai ce que je t'ai fait pour le reste de ma vie, a-t-elle écrit. Pas seulement la liaison, mais les années de tromperie, la trahison d'un lien qui aurait dû être sacré. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes jamais, mais je veux que tu saches que te perdre, ton amitié, ta confiance, ta place dans ma vie a été la plus grande conséquence de toutes. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai placée dans un tiroir sans répondre. Peut-être qu'un jour je trouverai les mots pour Rachel, mais ce jour n'était pas encore arrivé. La communication de Mario est arrivée sous la forme d'un petit colis livré à mon avocat. Il contenait la clé d'un coffre-fort et une note avec l'adresse de la banque. À l'intérieur de la boîte, j'ai trouvé l'acte du chalet. La vente avait finalement eu lieu après que l'enquête pour fraude hypothécaire se soit conclue sans charge, probablement en raison du règlement de divorce et de la volonté de Mario d'assumer toute la responsabilité. Il avait acheté la propriété en utilisant uniquement ses fonds personnels et le produit de la vente de sa voiture et de sa collection de montres. Et maintenant, il me la donnait. Il n'y avait pas de note, pas d'explication, juste l'acte avec mon nom inscrit comme propriétaire unique. J'ai conduit pour la voir le week-end suivant. Une petite structure patinée perchée sur une falaise surplombant le Pacifique. L'intérieur était nu, à l'exception d'une cheminée en pierre et d'étagères intégrées. De grandes fenêtres captaient les vues de l'horizon infini, la frontière entre la mer et le ciel se confondant au loin. Debout sur le pont, regardant les vagues s'écraser sur le rivage rocheux en contrebas, j'ai senti quelque chose se débloquer en moi, une porte s'ouvrant à des possibilités que je n'avais pas encore envisagées. J'ai engagé des entrepreneurs cette même semaine. La rénovation a pris 6 mois. Nouveau sol, cuisine modernisée, une véranda vitrée s'étendant vers l'océan. Je visitais chaque week-end, regardant le chalet se transformer d'un symbole de trahison en quelque chose qui m'appartenait uniquement. Quand ce fut terminé, j'ai passé ma première nuit seul là-bas. Une bouteille de vin ouverte sur la table basse, un feu crépitant dans l'âtre. J'ai pensé au chemin qui m'avait mené ici. La douleur, la rage,
l'exécution méticuleuse de la vengeance. J'avais perdu mon mari, ma cousine, mes illusions sur la confiance et la loyauté. Mais j'avais aussi gagné quelque chose. Une clarté sur moi-même, une reconnaissance de ma propre force et résilience. J'avais découvert des capacités que je ne savais pas posséder. Trouver des ressources en moi qui seraient peut-être restées dormantes dans une vie moins fracturée par la trahison. Alors que le printemps se transformait à nouveau en été, j'ai établi de nouveaux rythmes. Semaine consacrée à l'enseignement en ville, week-end au chalet, j'ai rejoint un club de lecture local, noué des amitiés prudentes avec des voisins, planté un jardin qui s'épanouissait dans le climat côtier. Un soir, en me promenant sur la plage au coucher du soleil, j'ai réalisé que j'avais arrêté de classer ma vie comme avant et après la trahison. C'était simplement devenu ma vie. Complexe, imparfaite, de plus en plus mienne. Le chalet que Mario et Rachel avaient destiné comme début de leur histoire était devenu à la place le décor de la continuation de la mienne. Il y avait une certaine poésie dans ce résultat, une symétrie qui satisfaisait quelque chose de profond en moi. Je ne leur avais pas pardonné. Peut-être que je ne le ferai jamais complètement. Mais j'avais arrêté de laisser leur trahison me définir. Leur secret d'été avait modifié la trajectoire de ma vie. Mais la direction de cette trajectoire était désormais entièrement la mienne à déterminer. Alors que je regardais le soleil se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et roses, j'ai levé mon verre en un toast solitaire. À des débuts inattendus, ai-je dit à voix haute, ma voix portée par la brise de l'océan, et au pouvoir de transformer la trahison en possibilité.